en anglais. Il s'agit de double meurtre dans la rue Morgue et ceci est la partie 2 sur 3. Commençons donc tout de suite avec la lecture en français. Et n'hésitez pas à me complimenter sur ma forêt enchantée. Il y a littéralement toutes les plantes que je possède sur une petite table, juste pour vous. C'est-à-dire un cactus. J'arrive pas à le montrer du doigt. Un cactus et mes 2 plantes en pot. On en était donc là. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré, et qu'il avait fallu employer pour le dégager. La figure portait quelques fortes égratignures, et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée, située sur les derrières du bâtiment. Là gisait le cadavre de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire reste un horrible mystère et jusqu'à présent on n'a pas encore découvert que nous sachions le moindre fil conducteur. Le numéro suivant portait ces détails additionnels. Le drame de la rue Morgue. Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement, mais rien n'a transpiré qui puisse jeter quelque jour sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg, blanchisseuse, dépose qu'elle a connu les 2 victimes pendant 3 ans et qu'elle a blanchi pour elles pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Elle croit que Madame l'Espanaye disait la bonne aventure. Pour vivre, cette dame passait pour avoir de l'argent de côté. Elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge. Elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service. Il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison, excepté au 4e étage. Pierre Moreau, marchand de tabac, dépose qu'il fournissait habituellement Madame l'Espanaye et lui vendait de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier et y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de 6 ans la maison où l'on a trouvé leur cadavre. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier qui sous-louait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à Madame l'Espanaye. Elle s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux. Elle était venue habiter sa propre maison, refusant d'en louer une seule partie. La bonne dame était en enfance. Le témoin a vu la fille 5 ou 6 fois dans l'intervalle de ces 6 années. Elles menaient toutes 2 une vie excessivement retirée. Elle passait pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que Madame l'Espanaye disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissaire 1 ou 2 fois et un médecin 8 ou 10. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du 4e étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. Isidore Muset, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition.
3 heures du matin et qu'il a trouvé à la grande porte 20 ou 30 personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcée avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grand-peine à l'ouvrir parce qu'elle était à 2 battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée, puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs, des cris très hauts, très prolongés, non pas des cris brefs ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu 2 voix qui se disputaient très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre, beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première. C'était celle d'un Français. Il est certain que ce n'était pas une voix de femme. Il a pu distinguer les mots « sacré » et « diable ». La voix aiguë était celle d'un étranger. Il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme. Il n'a pu deviner ce qu'elle disait, mais il présume qu'elle parlait espagnol. Ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier. Henri Duval, un voisin, et orfèvre de son état, dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison, confirme généralement le témoignage de Musset. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement, malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'italien. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme, cependant cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pas pu distinguer les paroles, mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un Italien. Le témoin a connu Madame l'Espanaye et sa fille. Il a fréquemment causé avec elle. Il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes. Odenheimer, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. Il ne parle pas français et on l'a interrogé par le canal d'un interprète. Il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, 10 minutes peut-être. C'étaient des cris prolongés, très hauts, très effrayants, des cris navrants. Odenheimer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il confirme le témoignage précédent, à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un Français. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. La voix était âpre, plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix dit à plusieurs reprises « sacré, diable » et une fois « mon Dieu ». Jules Mignot, banquier de la maison Mignot et fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignot. Madame l'Espanaye avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison 8 ans auparavant, au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent. Il ne lui a rien délivré jusqu'au 3e jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de 4000 francs. Cette somme lui a été payée en or et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe Lebon, commis chez Mignot et fils, dépose que, le jour en question, vers midi, il a accompagné Madame l'Espanaye à son logis avec les 4000 francs et 2 sacs. Quand la porte s'ouvrit, Mademoiselle l'Espanaye parut et lui prit des mains l'un des 2 sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue borgne, très solitaire. William Bird, tailleur, dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu 2 ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un Français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement « sacré » et « mon Dieu ». C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent. Le tapage d'une lutte est objet comprise. La voix aiguë était très forte, plus forte que la voix rude. Il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais.
Elle lui sembla une voix d'allemand, peut-être bien une voix de femme. Le témoin ne sait pas l'allemand. 4 des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de mademoiselle l'Espanaye était fermée de dedans quand ils arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux, ni gémissement, ni bruit d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres dans la chambre de derrière et dans celle de face étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clé. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clé, et la clé en dedans. Une petite pièce sur le devant de la maison, au 4e étage, à l'entrée du corridor, ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce, encombrée de vieux bois de lit, de malles, etc. On a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visité. On a fait pénétrer des ramoneurs dans les cheminées. La maison est à 4 étages avec des mansardes. Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé entre le moment où l'on a entendu des voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns l'évaluent très court, 2 ou 3 minutes, d'autres 5 minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grande peine. Alfonso Garzio, entrepreneur des pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne. Il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il n'a pas monté l'escalier. Il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français. Il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais. Il en est bien sûr. Le témoin ne sait pas l'anglais, mais il juge d'après l'intonation. Albert Montagny, confiseur, dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier. Il a entendu les voix en question. La voix rauque était celle d'un Français. Il a distingué quelques mots. L'individu qui parlait semblait faire des remontrances. Il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë. Elle parlait vite et par saccades. Il l'a prise pour la voix d'un Russe. Il confirme en général les témoignages précédents. Il est italien. Il avoue qu'il n'a jamais causé avec un Russe. Quelques témoins, rappelés, certifient que les cheminées dans toutes les chambres au 4e étage sont trop étroites pour livrer passage à un être humain. Quand ils ont parlé de ramonage, ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindre dont on se sert pour nettoyer les cheminées. Et on a une illustration. On a fait passer ces brosses du haut en bas dans tous les tuyaux de la maison. Il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin pendant que les témoins montaient l'escalier. Le corps de mademoiselle l'Espanaye était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu, pour le retirer, que 4 ou 5 des témoins réunissent leurs forces. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Ils gisaient tous les deux sur le fond de sangle du lit dans la chambre où avait été trouvée mademoiselle l'Espanaye. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes, avec une rangée de taches livides, résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée, et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite, selon toute apparence, par la pression d'un genou. Dans l'opinion de M. Dumas, mademoiselle l'Espanaye avait été étranglée par un ou plusieurs individus inconnus.
Le corps de la mère était horriblement mutilé, tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés, le tibia gauche brisé en esquilles ainsi que les côtes du même côté, tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il est impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois ou une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante aurait pu produire de tels résultats, et encore maniée par les mains d'un homme excessivement robuste, avec n'importe quelle arme. Aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. Encore une illustration. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc et, comme le reste, singulièrement broyée. La gorge, évidemment, avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Étienne, chirurgien, a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres, confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas. Quoique plusieurs autres personnes aient été interrogées, on n'a pu obtenir aucun autre renseignement d'une valeur quelconque. Jamais assassinat si mystérieux, si embrouillé n'a été commis à Paris, si toutefois il y a eu assassinat. La police est absolument déroutée, cas fort inusité dans les affaires de cette nature. Il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant, un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque, avait été arrêté et incarcéré, bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer. Dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire, autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières, car il ne faisait aucun commentaire. Ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre. Je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris et que je le considérais comme un mystère insoluble. Je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier. Nous ne devons pas juger des moyens possibles, dit Dupin, par cette instruction embryonnaire. La police parisienne, si vantée pour sa pénétration, est très rusée, rien de plus. Elle procède sans méthode. Elle n'a pas d'autre méthode que celle du moment. On fait ici un grand étalage de mesures, mais il arrive souvent qu'elles sont si intempestives et si mal appropriées au but qu'elles font penser à M. Jourdain qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique. Les résultats obtenus sont quelquefois surprenants, mais ils sont pour la grande partie simplement dus à la diligence et à l'activité. Dans le cas où ces facultés sont insuffisantes, les plans ratent. Vidocq, par exemple, était bon pour deviner. C'était un homme de patience, mais sa pensée n'étant pas suffisamment éduquée, il faisait continuellement fausse route par l'ardeur même de ses investigations. Il diminuait la force de sa vision en regardant l'objet de trop près. Il pouvait peut-être voir un ou deux points avec une netteté singulière, mais par le fait même de son procédé, il perdait l'aspect de l'affaire prise dans son ensemble. Cela peut s'appeler le moyen d'être trop profond. La vérité n'est pas toujours dans un puits. En somme, quant à ce qui regarde les notions qui nous intéressent de plus près, je crois qu'elle est invariablement à la surface. Nous la cherchons dans la profondeur de la vallée. C'est du sommet des montagnes que nous la découvrirons. On trouve dans la contemplation des corps célestes des exemples et des échantillons excellents de ce genre d'erreur. Jetez sur une étoile un rapide coup d'œil, regardez-la obliquement en tournant vers elle la partie latérale de la rétine, beaucoup plus sensible à une lumière faible que la partie centrale, et vous verrez l'étoile distinctement. Vous aurez l'appréciation la plus juste de son éclat. Éclat qui s'obscurcit à proportion que vous dirigez votre vue en plein sur elle. Dans le dernier cas, il tombe sur
dans le premier, il y a une réceptibilité plus complète, une susceptibilité beaucoup plus vive. Une profondeur outrée affaiblit la pensée et la rend perplexe. Et il est possible de faire disparaître Vénus elle-même du firmament par une attention trop soutenue, trop concentrée, trop directe. Quant à cet assassinat, faisons nous-mêmes un examen avant de nous former une opinion. Une enquête nous procurera de l'amusement. Je trouvais cette expression bizarre, appliquée au cas en question, mais je ne dis mot. Et en outre, le bon m'a rendu un service pour lequel je ne peux pas me montrer ingrat. Nous irons sur les lieux, nous les examinerons de nos propres yeux. Je connais chez le préfet de police et nous obtiendrons sans peine l'autorisation nécessaire. L'autorisation fut accordée et nous allâmes tout droit à la rue Morgue. C'est un de ces misérables passages qui relient la rue Richelieu à la rue Saint-Roch. C'était dans l'après-midi et il était tard quand nous y arrivâmes, car ce quartier était situé à une grande distance de celui que nous habitions. Nous trouvâmes bien vide la maison, car il y avait une multitude de gens qui contemplaient de l'autre côté de la rue les volets fermés avec une curiosité badaude. C'était une porte cochère et sur l'un des côtés une niche vitrée avec un carreau mobile représentant la loge du concierge. Avant d'entrer, nous remontâmes la rue, nous tournâmes dans une allée et nous passâmes ainsi sur les derrières de la maison. Dupin, pendant ce temps, examinait tous les alentours, aussi bien que la maison, dans une attention minutieuse, dont je ne pouvais pas deviner l'objet. Nous revînmes sur nos pas vers la façade de la maison. Nous sonnâmes. Nous montrâmes notre pouvoir, et les agents nous permirent d'entrer. Nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de mademoiselle l'Espanaye et où gisaient encore les deux cadavres. Le désordre de la chambre avait été respecté, comme cela se pratique en pareil cas. Je ne vis rien de plus que ce qu'avait constaté la Gazette des tribunaux. Dupin analysait minutieusement toutes choses, sans en excepter les corps des victimes. Nous passâmes ensuite dans les autres chambres et nous descendîmes dans les cours, toujours accompagnés par un gendarme. Cet examen dura fort longtemps et il était nuit quand nous quittâmes la maison. En retournant chez nous, mon camarade s'arrêta quelques minutes dans les bureaux d'un journal quotidien. J'ai dit que mon ami avait toutes sortes de bizarreries et que je les ménageais, car ce mot n'a pas d'équivalent en anglais. Il entrait maintenant dans sa fantaisie de se refuser à toute conversation relativement à l'assassinat jusqu'au lendemain à midi. Ce fut alors qu'il me demanda brusquement si j'avais remarqué quelque chose de particulier sur le théâtre du crime. Il y eut dans sa manière de prononcer le mot particulier un accent qui me donna le frisson sans que je susse pourquoi. Non, rien de particulier, dis-je, rien autre, du moins, que ce que nous avons lu tous deux dans le journal. La Gazette, reprit-il, n'a pas, je le crains, pénétré l'horreur insolite de l'affaire, mais laissons là les opinions niaises de ce papier. Il me semble que le mystère est considéré comme insoluble, par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre. Je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît. Les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motifs légitimement, non le meurtre en lui-même, mais l'atrocité du meurtre. Ils sont embarrassés aussi par l'impossibilité apparente de concilier les voix qui se disputaient avec ce fait qu'on a trouvé en haut de l'escalier d'autres personnes que mademoiselle l'Espanaye, assassinée, et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier. L'étrange désordre de la chambre, le corps fourré, la tête en bas, dans la cheminée, l'effrayante mutilation du corps de la vieille dame. Ces considérations, jointes à celles que j'ai mentionnées, à d'autres dont je n'ai pas besoin de parler, ont suffi pour paralyser l'action des agents du ministère et pour dérouter complètement leur perspicacité si vantée. Ils ont commis la très grosse et très commune faute de confondre l'extraordinaire avec l'abstrus.
Mais c'est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature que la raison trouvera son chemin, si la chose est possible, et marchera vers la vérité. Dans des investigations du genre de celles qui nous occupent, il ne faut pas se demander comment les choses se sont passées, qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. Bref, la facilité avec laquelle j'arriverai, ou suis déjà arrivé à la solution du mystère, est en raison directe de son insolubilité apparente aux yeux de la police. Je fixai mon homme avec un étonnement muet. J'attends maintenant, continua-t-il, en jetant un regard sur la porte de notre chambre. J'attends un individu qui, bien qu'il ne soit peut-être pas l'auteur de cette boucherie, doit se trouver en partie impliqué dans sa perpétration. Il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime. J'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse, car c'est sur cette hypothèse que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière. J'attends l'homme ici, dans cette chambre, d'une minute à l'autre. Il est vrai qu'il peut fort bien ne pas venir, mais il y a quelque probabilité pour qu'il vienne. S'il vient, il sera nécessaire de le garder. Voici des pistolets, et nous savons tous deux à quoi ils servent quand l'occasion l'exige. Je pris les pistolets sans trop savoir ce que je faisais, pouvant à peine en croire mes oreilles, pendant que Dupin continuait, à peu près comme dans un monologue. J'ai déjà parlé de ses manières distraites dans ces moments-là. Son discours s'adressait à moi, mais sa voix, quoique montée à un diapason fort ordinaire, avait cette intonation que l'on prend d'habitude en parlant à quelqu'un placé à une grande distance. Ses yeux, d'une expression vague, ne regardaient que le mur. Les voix qui se disputaient, disait-il, les voix entendues par les gens qui montaient l'escalier, n'étaient pas celles de ces malheureuses femmes. Cela est plus que prouvé par l'évidence. Cela nous débarrasse pleinement de la question de savoir si la vieille dame aurait assassiné sa fille et se serait ensuite suicidée. Je ne parle de ce cas que par amour de la méthode, car la force de Madame l'Espanaye eût été absolument insuffisante pour introduire le corps de sa fille dans la cheminée de la façon où on l'a découvert. Et la nature des blessures trouvées sur sa propre personne exclut entièrement l'idée du suicide. Le meurtre a donc été commis par des tiers, et les voix de ces tiers sont celles qu'on a entendues se quereller. Permettez-moi maintenant d'appeler votre attention, non pas sur les dépositions relatives à ces voix, mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions. Y avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Je remarquai que, pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un Français, il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë, ou, comme l'avait défini un seul individu, la voix âpre. Cela constitue l'évidence, dit Dupin, mais non la particularité de l'évidence. Vous n'avez rien observé de distinctif. Cependant, il y avait quelque chose à observer. Les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix. Là-dessus, il y a unanimité. Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité. Elle ne consiste pas dans leur désaccord, mais en ceci que, quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essaye de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'était pas la voix d'un de ses compatriotes. Chacun la compare, non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière, mais justement au contraire. Le français présume que c'était une voix d'espagnol, et il aurait pu distinguer quelques mots s'il était familiarisé avec l'espagnol. Le hollandais affirme que c'était la voix d'un français, mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le français, a été interrogé par le canal d'un interprète. L'anglais pense que c'était la voix d'un allemand, et il n'entend pas l'allemand. L'espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un anglais, mais il en juge uniquement par l'intonation, car il n'a aucune connaissance de l'anglais. L'italien croit à une voix de russe, mais il n'a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre français, cependant, diffère du premier, et il est certain que c'était une voix d'italien. Mais n'ayant pas la connaissance de cette langue, il fait comme l'espagnol, il tire sa certitude de l'intonation. Or cette voix était bien insolite et bien étrange, qu'on ne put obtenir à son égard que de pareils témoignages. Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens de 50 patries de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fût familier. Vous me direz que c'était peut-être la voix d'un Asiatique ou d'un Africain.
Les Africains et les Asiatiques n'abondent pas à Paris, mais sans nier la possibilité du cas, j'appellerai simplement votre attention sur 3 points. Un témoin dépeint la voix ainsi, plutôt âpre qu'aiguë. 2 autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée. Ces témoins n'ont distingué aucune parole, aucun son ressemblant à des paroles. Je ne sais pas, continua Dupin, quelle impression j'ai pu faire sur votre entendement, mais je n'hésite pas à affirmer qu'on peut tirer des déductions légitimes de cette partie, même des dépositions. La partie relative aux 2 voix, la grosse voix et la voix aiguë, très suffisante en elle-même pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure du mystère. J'ai dit déduction légitime, mais cette expression ne rend pas complètement ma pensée. Je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible. Cependant, de quelle nature est ce soupçon? Je ne vous le dirai pas immédiatement. Je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé, une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre. Maintenant, transportons-nous dans cette chambre. Quel sera le premier objet de votre recherche? Les moyens d'évasion employés par les meurtriers. Nous pouvons affirmer, n'est-ce pas, que nous ne croyons ni l'un ni l'autre aux événements surnaturels. Mesdames l'Espanaye n'ont pas été assassinées par les esprits. Les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels et ils ont fui matériellement. Or, comment? Heureusement, il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point, et cette manière nous conduira à une conclusion positive. Examinons donc un à un les moyens possibles d'évasion. Il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle l'Espanaye, ou au moins dans la chambre adjacente quand la foule a monté l'escalier. Ce n'est donc que dans ces 2 chambres que nous avons à chercher des issues. La police a levé les parquets, ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité, mais je ne me suis pas fiée à ses yeux et j'ai examiné avec les miens. Il n'y a réellement pas d'issue secrète. Les 2 portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées et les clés en dedans. Voyons les cheminées. Celles-ci, qui sont d'une largeur ordinaire jusqu'à une distance de 8 ou 10 pieds au-dessus du foyer, ne livreraient pas au-delà un passage suffisant à un gros chat. L'impossibilité de la fuite, du moins par les voies ci-dessus indiquées, étant donc absolument établie, nous en sommes réduits aux fenêtres. Personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant sans être vu par la foule du dehors. Il a donc fallu que les meurtriers s'échappent par celle de la chambre de derrière. Maintenant, amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragiables, nous n'avons pas le droit, en tant que raisonneurs, de la rejeter en raison de son apparente impossibilité. Il ne nous reste donc qu'à démontrer que cette impossibilité apparente n'existe pas en réalité. Il y a 2 fenêtres dans la chambre. L'une des 2 n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible. La partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit, qui est fort massif et qui est poussé tout contre. On a constaté que la première était solidement assujettie en dedans. Elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever. On avait percé dans son châssis, à gauche, un grand trou avec une vrille, et on y trouva un gros clou enfoncé presque jusqu'à la tête. En examinant l'autre fenêtre, on y a trouvé fiché un clou semblable, et un vigoureux effort pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté. La police était dès lors pleinement convaincue qu'aucune fuite n'avait pu s'effectuer par ce chemin. Il fut donc considéré comme superflu de retirer les clous et d'ouvrir les fenêtres. Mon examen fut un peu plus minutieux, et cela par la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. C'était le cas, je le savais, et il fallait démontrer que l'impossibilité n'était qu'apparente. Je continuais à raisonner ainsi, a posteriori. Les meurtriers étaient évadés par l'une de ces fenêtres. Cela étant, ils ne pouvaient pas avoir réassujetti les châssis en dedans comme on les a trouvés, considération qui,
par son évidence, a borné les recherches de la police dans ce sens-là. Cependant, ces châssis étaient bien fermés. Il faut donc qu'ils puissent se fermer d'eux-mêmes. Il n'y avait pas moyen d'échapper à cette conclusion. J'allai droit à la fenêtre non bouchée. Je retirai le clou avec quelques difficultés et j'essayai de lever le châssis. Il a résisté à tous mes efforts, comme je m'y attendais. Il y avait donc, j'en étais sûre maintenant, un ressort caché, et ce fait, corroborant mon idée, me convainquit au moins de la justesse de mes prémices, quelque mystérieuses que m'apparussent toujours les circonstances relatives au clou. Un examen minutieux me fit bientôt découvrir le ressort secret. Je le poussai, et satisfait de ma découverte, je m'abstins de lever le châssis. Je remis alors le clou en place et l'examinai attentivement. Une personne passant par la fenêtre pouvait l'avoir refermé et le ressort aurait fait son office, mais le clou n'aurait pas été replacé. Cette conclusion était nette et rétrécissait encore le champ de mes investigations. Il fallait que les assassins se fussent enfuis par l'autre fenêtre, en supposant donc que les ressorts des deux croisées fussent semblables, comme il était probable. Il fallait cependant trouver une différence dans les clous, ou au moins dans la manière dont ils avaient été fixés. Je montai sur le fond de sangle du lit, et je regardai minutieusement l'autre fenêtre par-dessus le chevet du lit. Je passai ma main derrière, je découvris aisément le ressort, et je le fis jouer. Il était, comme je l'avais deviné, identique au premier. Alors j'examinai le clou. Il était aussi gros que l'autre, et fixé de la même manière, enfoncé presque jusqu'à la tête. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui les amis, pour le français. Allez, on passe à l'anglais les amis. En général, je mets quelques minutes à me mettre dans l'anglais. Les premières phrases sont un peu plus laborieuses, donc bear with me, comme on dit. After a thorough investigation of every portion of the house, without further discovery, the party made its way into a small paved yard in the rear of the building, where lay the corpse of the old lady, with her throat so entirely cut that, upon an attempt to raise her, the head fell off. The body, as well as the head, was fearfully mutilated, the former so much so as scarcely to retain any resemblance of humanity. To this horrible mystery there is not as yet, we believe, the slightest clue. The next day's paper had these additional particulars. The tragedy in the Rue Morgue. Many individuals have been examined in relation to this most extraordinary and frightful affair. The word affair has not yet in France that levity of import which it conveys with us, but nothing whatever has transpired to throw light upon it. We give below all the material testimony elicited. Pauline Dubourg, laundress, deposes that she has known both the deceased for 3 years, having washed for them during that period. The old lady and her daughter seemed on good terms, very affectionate toward each other. They were excellent pay, could not speak in regard to their mode or means of living, believed that Madame L. told fortunes for a living, was reputed to have money put by, never met any persons in the house when she called for the clothes or took them home, was sure that they had no servant in employ. There appeared to be
no furniture in any part of the building except in the 4th story. Pierre Moreau, tobacconist, deposes that he has been in the habit of selling small quantities of tobacco and snuff to Madame L'Espanaye for nearly 4 years, was born in the neighborhood and has always resided there. The deceased and her daughter had occupied the house in which the corpses were found for more than 6 years. It was formerly occupied by a jeweler who underlet the upper rooms to various persons. The house was the property of Madame L. She became dissatisfied with the abuse of the premises by her tenant and moved into them herself, refusing to let any portion. The old lady was childish. Witness had seen the daughter some 5 or 6 times during the 6 years. The two lived an exceedingly retired life, were reputed to have money, had heard it said among the neighbors that Madame L. told fortunes, did not believe it, had never seen any person enter the door except the old lady and her daughter, a porter once or twice, a physician some 8 or 10 times. Any other persons, neighbors, gave evidence to the same effect. No one was spoken of as frequenting the house. It was not known whether there were any living connections of Madame L. and her daughter. The shutters of the front windows were seldom opened. Those in the rear were always closed, with the exception of the large back room, 4th story. The house was a good house, not very old. Isidore Musset, gendarme, deposes that he was called to the house about 3 o'clock in the morning and found some 20 or 30 persons at the gateway, endeavoring to gain admittance, forced it open, at length, with a bayonet, not with a crowbar, had but little difficulty in getting it open on account of its being a double or folding gate, and bolted neither at bottom nor top. The shrieks were continued until the gate was forced, and then suddenly ceased. They seemed to be screams of some person or persons in great agony, were loud and drawn out, not short and quick. Witness led the way upstairs. Upon reaching the first landing, heard 2 voices in loud and angry contention, the one a gruff voice, the other much shriller. A very strange voice could distinguish some words of the former, which was that of a Frenchman, was positive that it was not a woman's voice, could distinguish the words sacré and diable. The shrill voice was that of a foreigner, could not be sure whether it was the voice of a man or of a woman, could not make out what was said, but believed the language to be Spanish. The state of the room and of the bodies was described by this witness as we described them yesterday. Henri Duval, a neighbor, and by trade a silversmith, deposes that he was one of the party who first entered the house. Corroborates the testimony of Musset in general. As soon as they forced an entrance, they reclosed the door to keep out the crowd, which collected very fast, notwithstanding
the lateness of the hour. The shrill voice, this witness thinks, was that of an Italian, was certain it was not French, could not be sure that it was a man's voice. It might have been a woman's, was not acquainted with the Italian language, could not distinguish the words, but was convinced by the intonation that the speaker was an Italian. No, Madame L. and her daughter had conversed with both frequently, was sure that the shrill voice was not that of either of the deceased. Odenheimer, restaurateur. This witness volunteered his testimony. Not speaking French, was examined through an interpreter. He is a native of Amsterdam, was passing the house at the time of the shrieks. They lasted for several minutes, probably 10. They were long and loud, very awful and distressing, was one of those who entered the building. Corroborated the previous evidence in every respect but one. Was sure that the shrill voice was that of a man, of a Frenchman, could not distinguish the words uttered. They were loud and quick, unequal, spoken apparently in fear as well as in anger. The voice was harsh, not so much shrill as harsh. Could not call it a shrill voice. The gruff voice said repeatedly Sacré, diable, and once Mon Dieu. Jules Mignot, banker, on the firm of Mignot et Fils, Rue de Lorraine. Is the elder Mignot. Madame L'Espanaye had some property, had opened an account with his banking house in the spring of the year, 8 years previously. Made frequent deposits in small sums, had checked for nothing until the third day before her death, when she took out in person the sum of 4,000 francs. This sum was paid in gold, and a clerk went home with the money. Adolphe Lebon, clerk to Mignot et Fils, deposes that on the day in question, about noon, he accompanied Madame L'Espanaye to her residence with the 4,000 francs put up in 2 bags. Upon the door being opened, Mademoiselle L. appeared and took from his hands one of the bags, while the old lady revealed him of the other. He then bowed and departed. Did not see any person in the street at the time. It is a by street, very lonely. William Bird, tailor, deposes that he was one of the party who entered the house. He is an Englishman. Has lived in Paris 2 years. Was one of the first to ascend the stairs. Heard the voices in contention. The gruff voice was that of a Frenchman. Could make out several words, but cannot now remember all. Heard distinctly Sacré and Mon Dieu. There was a sound at the moment as if of several persons struggling, a scraping and scuffling sound. The shrill voice was very loud, louder than the gruff one. Is sure that it was not the voice of an Englishman. Appeared to be that of a German. Might have been a woman's voice. Does not understand German. 4 of the above-named witnesses being recalled, deposed that the door of the chamber in which was found the body of Mademoiselle L. was locked on the inside when the party reached it. Everything was perfectly silent. No groans or noises of any kind. Upon forcing the door, no person was seen. The windows, both of the back and front room, were down and firmly fastened from within. A door between the 2 rooms was closed, but not locked.
The door leading from the front room into the passage was locked with the key on the inside. A small room in the front of the house, on the fourth story, at the end of the passage, was open, the door being ajar. This room was crowded with old beds, boxes, and so forth. These were carefully removed and searched. There was not an inch of any portion of the house which was not carefully searched. Sweeps were sent up and down the chimneys. The house was a 4-story one with garrets. A trapdoor on the roof was nailed down very securely, did not appear to have been opened for years. The time elapsing between the hearing of the voices in contention and the breaking open of the room door was variously stated by the witnesses. Some made it as short as 3 minutes, some as long as 5. The door was opened with difficulty. Alfonso Garzio, undertaker, deposes that he resides in the Rue Morgue, is a native of Spain, was one of the party who entered the house, did not proceed upstairs, is nervous, and was apprehensive of the consequences of agitation. Heard the voices in contention. The gruff voice was that of a Frenchman, could not distinguish what was said. The shrill voice was that of an Englishman, is sure of this, does not understand the English language, but judges by the intonation. Alberto Montani, confectioner, deposes that he was among the first to ascend the stairs, heard the voices in question. The gruff voice was that of a Frenchman, distinguished several words. The speaker appeared to be expostulating, could not make out the words of the shrill voice, spoke quick and unevenly, thinks it the voice of a Russian, corroborates the general testimony, is an Italian, never conversed with a native of Russia. Several witnesses recalled here testified that the chimneys of all the rooms on the 4th story were too narrow to admit the passage of a human being. By sweeps were meant cylindrical sweeping brushes, such as are employed by those who clean chimneys. These brushes were passed up and down every flue in the house. There is no back passage by which anyone could have descended while the party proceeded upstairs. The body of Mademoiselle L'Espanaye was so firmly wedged in the chimney that it could not be got down until 4 or 5 of the party united their strength. Paul Dumas, physician, deposes that he was called to view the bodies about daybreak. They were both then lying on the sacking of the bedstead in the chamber where Mademoiselle L. was found. The corpse of the young lady was much bruised and excoriated. The fact that it had been thrust up the chimney would sufficiently account for these appearances. The throat was greatly chafed. There were several deep scratches just below the chin, together with a series of livid spots, which were evidently the impression of fingers. The face was fearfully discolored, and the eyeballs protruded. The tongue had been partially bitten through. A large bruise was discovered upon the pit of the stomach, produced apparently by the pressure of a knee. In the opinion of Monsieur Dumas, Mademoiselle L'Espanaye had been throttled to death
death by some person or persons unknown. The corpse of the mother was horribly mutilated. All the bones of the right leg and arm were more or less shattered. The left tibia much splintered, as well as all the ribs of the left side, whole body dreadfully bruised and discolored. It was not possible to say how the injuries had been inflicted. A heavy club of wood, or a broad bar of iron, a chair, any large, heavy, and obtuse weapon would have produced such results if wielded by the hands of a very powerful man. No woman could have inflicted the blows with any weapon. The head of the deceased, when seen by the witness, was entirely separated from the body and was also greatly shattered. The throat had evidently been cut with some very sharp instrument, probably with a razor. Alexandre Etienne, surgeon, was called with Monsieur Dumas to view the bodies, corroborated the testimony and the opinions of Monsieur Dumas. Nothing further of importance was elicited, although several other persons were examined. A murder so mysterious and so perplexing in all its particulars was never before committed in Paris. If indeed a murder has been committed at all, the police are entirely at fault. An unusual occurrence in affairs of this nature. There is not, however, the shadow of a clue apparent. The evening edition of the paper stated that the greatest excitement still continued in the Quartier Saint-Roch, that the premises in question had been carefully researched and fresh examinations of witnesses instituted, but all to no purpose. A postscript, however, mentioned that Adolphe Le Bon had been arrested and imprisoned, although nothing appeared to criminate him beyond the facts already detailed. Dupin seemed singularly interested in the progress of this affair, at least so I judged from his manner, for he made no comments. It was only after the announcement that Le Bon had been imprisoned that he asked me my opinion respecting the murders. I could merely agree with all Paris in considering them an insoluble mystery. I saw no means by which it would be possible to trace the murderer. We must not judge of the means, said Dupin, by this shell of an examination. The Parisian police, so much extolled for acumen, are cunning, but no more. There is no method in their proceedings beyond the method of the moment. They make a vast parade of measures, but not unfrequently these are so ill adapted to the object proposed as to put us in mind of Monsieur Jourdain's calling for his robe de chambre pour mieux entendre la musique. The results attained by them are not unfrequently surprising, but for the most part are brought about by simple diligence and activity. When these qualities are unveiling, their schemes fail. Vidocq, for example, was a good guesser and a persevering man, but without educated though, he erred continually by the very intensity of his investigations. He impaired his vision by holding the object too close. He might see, perhaps, one or two points with unusual clearness,
but in so doing he necessarily lost sight of the matter as a whole. Thus, there is such a thing as being too profound. Truth is not always in a will. In fact, as regards the more important knowledge, I do believe that she is invariably superficial. The depth lies in the valleys where we seek her, and not upon the mountain tops where she is found. The modes and sources of this kind of error are well typified in the contemplation of the heavenly bodies. To look at a star by glances, to view it in a sidelong way by turning toward it the exterior portions of the retina, more susceptible of feeble impressions of light than the interior, is to behold the star distinctly, is to have the best appreciation of its lustre, a lustre which grows dim just in proportion as we turn our vision fully upon it. A greater number of rays actually fall upon the eye in the later case, but in the former there is the more refined capacity for comprehension. By undue profundity we perplex and enfeeble though, and it is possible to make even Venus herself vanish from the firmament by a scrutiny too sustained, too concentrated, or too direct. As for these murders, let us enter into some examinations for ourselves before we make up an opinion respecting them. An inquiry will afford us amusement. I thought this an odd term, so applied, but said nothing. And besides, Le Bon once rendered me a service for which I am not ungrateful. We will go and see the premises with our own eyes. I know G, the prefect of police, and shall have no difficulty in obtaining the necessary permission. The permission was obtained, and we proceeded at once to the Rue Morgue. This is one of those miserable thoroughfares which intervene between the Rue Richelieu and the Rue Saint-Roch. It was late in the afternoon when we reached it, as this quarter is at a great distance from that in which we resided. The house was readily found, for there were still many persons gazing up at the closed shutters with an objectless curiosity from the opposite side of the way. It was an ordinary Parisian house, with a gateway, on one side of which was a glazed watchbox, with a sliding panel in the window indicating a loge de concierge. Before going in, we walked up the street, turned down an alley, and then, again turning, passed in the rear of the building. Dupin, meanwhile, examining the whole neighborhood as well as the house with a minuteness of attention for which I could see no possible object. Retracing our steps, we came again to the front of the dwelling, rang, and, having shown our credentials, were admitted by the agents in charge. We went upstairs into the chamber where the body of Mademoiselle L'Espanaye had been found, and where both the deceased still lay. The disorders of the room had, as usual, been suffered to exist. I saw nothing beyond what had been stated in the Gazette des Tribunaux. Dupin scrutinized everything, not excepting the bodies of the victims. We then went into the other rooms and into the yard.
a gendarme accompanying us throughout. The examination occupied us until dark, when we took our departure. On our way home, my companion stepped in for a moment at the office of one of the daily papers. I have said that the whims of my friends were manifolds, and that je les ménageais. For this phrase there is no English equivalent. It was his humor now to decline all conversation on the subject of the murder until about noon the next day. He then asked me suddenly if I had observed anything peculiar at the scene of the atrocity. There was something in his manner of emphasizing the word peculiar which caused me to shudder without knowing why. No, nothing peculiar, I said, nothing more, at least, than we both saw stated in the paper. The Gazette, he replied, has not entered, I fear, into the unusual horror of the thing, but dismissed the idle opinions of this print. It appears to me that this mystery is considered insoluble for the very reason which should cause it to be regarded as easy of solution. I mean for the outré character of its features. The police are confounded by the seeming absence of motive, not for the murder itself, but for the atrocity of the murder. They are puzzled, too, by the seeming impossibility of reconciling the voices heard in contention with the facts that no one was discovered upstairs but the assassinated Mademoiselle L'Espanaye, and that there were no means of egress without the notice of the party ascending. The wild disorder of the room, the corpse thrust with the head downward up the chimney, the frightful mutilation of the body of the old lady, these considerations, with those just mentioned, and others which I need not mention, have sufficed to paralyze the powers by putting completely at fault the boasted acumen of the government agents. They have fallen into the gross but common error of confounding the unusual with the abstruse. But it is by these deviations from the plane of the ordinary that reason feels its way, if at all, in its search for the true. In investigations such as we are now pursuing, it should not be so much asked what has occurred as what has occurred that has never occurred before. In fact, the facility with which I shall arrive or have arrived at the solution of this mystery is in the direct ratio of its apparent insolubility in the eyes of the police. I stared at the speaker in mute astonishment. I am now awaiting, continued he, looking toward the door of our apartment. I am now awaiting a person who, although perhaps not the perpetrator of these butcheries, must have been in some measure implicated in their perpetration of the worst portion of the crimes committed. It is probable that he is innocent. I hope that I am right in this supposition, for upon it I build my expectations of reading the entire riddle. I look for the man here in this room every moment. It is true that he may not arrive, but the probability is that he will. Should he come, it will be necessary to detain him. Here are pistols,
and we both know how to use them when occasion demands their use. I took the pistols, scarcely knowing what I did, or believing what I heard, while Dupin went on, very much as if in soliloquy. I have already spoken of his abstract manner at such time. His discourse was addressed to myself, but his voice, although by no means loud, had that intonation which is commonly employed in speaking to someone at a great distance. His eyes, vacant in expression, regarded only the wall. That the voices heard in contention, he said, by the party upon the stairs, were not the voices of the women themselves, was fully proved by the evidence. This relieves us of all doubt upon the question whether the old lady could have first destroyed her daughter, and afterward have committed suicide. I speak of this point chiefly for the sake of method, for the strength of Madame L'Espanaye would have been utterly unequal to the task of thrusting her daughter's corpse up the chimney as it was found, and the nature of the wounds upon her own person entirely preclude the idea of self-destruction. Murder, then, has been committed by some third party, and the voices of the third party were those heard in contention. Let me now advert not to the whole testimony respecting these voices, but to what was peculiar in that testimony. Did you observe anything peculiar about it? I remarked that, while all the witnesses agreed in supposing the gruff voice to be that of a Frenchman, there was much disagreement in regard to the shrill, or, as one individual termed it, the harsh voice. That was the evidence itself, said Dupin, but it was not the peculiarity of the evidence. You have observed nothing distinctive, yet there was something to be observed. The witness, as you remark, agreed about the gruff voice. They were here unanimous, but in regard to the shrill voice, the peculiarity is not that they disagreed, but that, while an Italian, an Englishman, a Spaniard, a Hollander, and a Frenchman attempted to describe it, each one spoke of it as of a foreigner. Each is sure that it was not the voice of one of his own countrymen. Each likens it not to the voice of an individual of any nation with whose language he is conversant, but the converse. The Frenchman supposes it the voice of a Spaniard, and might have distinguished some words had he been acquainted with the Spanish. The Dutchman maintains it to have been that of a Frenchman, but we find it stated that, not understanding French, with witness was examined through an interpreter. The Englishman thinks it the voice of a German. The Dutchman maintains it to have been that of a Frenchman, but we find it stated that, not understanding French, this witness was examined through an interpreter. The Englishman thinks it the voice of a German, and does not understand German. The Spaniard is sure that it was that of an Englishman, but judges by the intonation altogether, as he has no knowledge of English. The Italian believes it the voice of a Russian, but has never conversed with a native of Russia. A second Frenchman differs, moreover, with the first, and is positive that the voice was that of an Italian,
but not being cognizant of that tongue is, like the Spaniard, convinced by the intonation. Now, how strangely unusual must that voice have really been, about which such testimony as this could have been elicited, in whose tones even denizens of the 5 great divisions of Europe could recognize nothing familiar. You will say that it might have been the voice of an Asiatic, of an African. Neither Asiatic nor Africans abound in Paris, but without denying the inference, I will now merely call your attention to 3 points. The voice is termed by one witness harsh rather than shrill. It is represented by 2 others to have been quick and unequal. No words, no sound resembling words, were by any witness mentioned as distinguishable. I know not, continued Dupin, what impression I may have made so far upon your own understanding, but I do not hesitate to say that legitimate deductions, even from this portion of the testimony, the portion respecting the gruff and shrill voices, are in themselves sufficient to engender a suspicion which should give direction to all further progress in the investigation of the mystery. I said legitimate deductions, but my meaning is not thus fully expressed. I designed to imply that the deductions are the sole proper ones, and that the suspicion arises inevitably from them as the single result. What the suspicion is, however, I will not say just yet. I merely wish you to bear in mind that, with myself, it was sufficiently possible to give a definite form, a certain tendency to my inquiries in the chamber. Let us now transport ourselves in fancy to this chamber. What shall we first seek here? The means of egress employed by the murderers. It is not too much to say that neither of us believe in preternatural events. Madame and Mademoiselle L'Espanaye were not destroyed by spirits. The doers of the deed were material and escaped materially. Then how? Fortunately, there is but one mode of reasoning upon the point, and that mode must lead us to a definite decision. Let us examine each by each the possible means of egress. It is clear that the assassins were in the room where Mademoiselle L'Espanaye was found, or at least in the room adjoining, when the party ascended the stairs. It is then only from these 2 apartments that we have to seek issues. The police have laid bare the floors, the ceilings, and the masonry of the walls in every direction. No secret issues could have escaped their vigilance, but not trusting to their eyes, I examined with my own. There were, then, no secret issues. Both doors leading from the rooms into the passage were securely locked, with the keys inside. Let us turn to the chimneys. These, although of ordinary width, for some 8 or 10 feet above the earth, will not admit, throughout their extent, the body of a large cat. The impossibility of egress, by means already stated, being thus absolute, we are reduced to the windows. Through those of the front room no one could have escaped without notice from the crowd in the street. The murderers must have passed then through those of the back room. Now,
brought to this conclusion in so unequivocal a manner as we are, it is not our part as reasoners to reject it on account of apparent impossibilities. It is only left for us to prove that these apparent impossibilities are, in reality, not such. There are two windows in the chamber. One of them is unobstructed by furniture and is wholly visible. The lower portion of the other is hidden from view by the head of the unwieldy bedstead, which is thrust close up against it. The former was found securely fastened from within. It resisted the utmost force of those who endeavored to raise it. A large gimlet hole had been pierced in its frame to the left, and a very stout nail was found fitted therein, nearly to the head. Upon examining the other window, a similar nail was seen similarly fitted in it, and a vigorous attempt to raise this sash failed also. The police were now entirely satisfied that egress had not been in these directions, and therefore it was thought a matter of supererogation to withdraw the nails and open the window. My own examination was somewhat more particular, and was so far the reason I have just given. Because here it was, I knew that all apparent impossibilities must be proved to be not such in reality. I proceeded to think thus a posteriori. The murderers did escape from one of these windows. This being so, they could not have refastened the sashes from the inside, as they were found fastened. The consideration which put a stop, through its obviousness, to the scrutiny of the police in this quarter. Yet the sashes were fastened. They must, then, have the power of fastening themselves. There was no escape from this conclusion. I stepped to the unobstructed casement, withdrew the nail with some difficulty, and attempted to raise the sash. It resisted all my efforts, as I had anticipated. A concealed spring must, I now know, exist, and this corroboration of my idea convinced me that my premises at least were correct, however mysterious still appeared the circumstances attending the nails. A careful search soon brought to light the hidden spring. I pressed it, and, satisfied with the discovery, forbore to appraise the sash. I now replaced the nail and regarded it attentively. A person passing out through this window might have reclosed it, and the spring would have caught, but the nail could not have been replaced. The conclusion was plain and again narrowed in the field of my investigations. The assassins must have escaped through the other window. Supposing, then, the springs upon each sash to be the same, as was probable, there must be found a difference between the nails, or at least between the modes of their fixture. Getting upon the sacking of the bedstead, I looked over the headboard minutely at the second casement. Passing my hand down behind the board, I readily discovered and pressed the spring, which was, as I had supposed, identical in character with its neighbor. I now looked at the nail. It was as stout as the other, and apparently fitted in the same manner, driven in nearly up to the head.